Bonjour Christian Poutot. Bonjour. On connaît votre nom. Il était indéniablement associé au GIGN. Tout le monde a parlé du GIGN ces derniers temps. Pour autant, le GIGN n'a pas vu le jour très facilement. Il se trouve que lorsqu'on m'a demandé de créer cette unité, c'est-à-dire après la prise d'otage de Munich en 1972, qui a frappé l'opinion parce qu'apparaissait déjà à l'époque un certain nombre d'événements de type terroriste, tel que le terme est usité actuellement, il était déjà à l'époque, destiné à fixer l'opinion mondiale sur des événements qui étaient des événements géopolitiques, en particulier le problème palestinien, et qui, on le sait, court toujours, et qui fixait l'opinion, qui voulait fixer l'opinion internationale, mais également à travers un problème qu'on a oublié, qui était le problème Est-Ouest, puisque à l'époque on était toujours le terroriste de quelqu'un, puisqu'il y avait des transferts qui se faisaient, on armait nous-mêmes des groupes qualifiés de terroristes dans certains pays qui nous arrangeaient géopolitiquement, et l'inverse était vrai, les pays de l'Est eux-mêmes soutenaient des mouvements qui étaient à ce moment-là opposés à l'Occident. Donc on faisait un peu une guerre de substitution, mais Munich a été autre chose. Munich a été la première manifestation d'un problème politique destiné à focaliser toute l'attention sur ce problème à travers un événement qui était nouveau, qu'on appelle la prise d'otage ouverte, qui fait que des gens étaient sous le feu des caméras, mis en danger, et de ce fait, cette menace obligeait l'attention, les médias, à porter une attention à quelque chose qui aurait été différent si on avait fait juste une bombe ou un explosif. La tension monte d'un coup, il y a des blessés, malheureusement peut-être des morts, mais le soufflet retombe très vite. Une prise d'otage peut durer plusieurs jours, et à ce moment-là, tous les médias sont bloqués sur vous. Et c'était ça l'intérêt de la prise d'otage ouverte, et sur un événement majeur, qui était les Jeux Olympiques, où déjà à l'époque, beaucoup de caméras étaient braquées, même si les moyens étaient différents de communication que les moyens actuels. Donc c'est un peu pour ça qu'à situation nouvelle, il fallait une autre unité capable de répondre à ce genre de situation. C'est ça qui vous a fait penser à la création d'un... Voilà, à l'époque j'étais instructeur enfin j'étais jeune officier de gendarmerie, mais j'étais instructeur dans les unités qu'on appelait commando, parce que tout le monde parle du maintien de l'ordre actuel, on le voit à travers les problèmes écologistes autour de l'aéroport, autour des eaux de la zone humide, etc. La violence qui s'exerce dans ces manifestations existait largement à l'époque, et le maintien de l'ordre était très difficile. Et nous avions des petits groupes, comme nous l'avons vu également dans les événements récents, n'hésita pas à jeter des cocktails Molotov sur les troupes, etc. Mais le droit interdisait obliger le maintien de l'ordre à être rigide. Donc on devait faire reculer le manifestant, mais il y avait des groupuscules mobiles qui étaient des vrais petits commandos. Donc il fallait former des gens capables soit d'aller intervenir dans une prise d'otage dans les entreprises, comme ça s'était déjà passé avec des chefs d'entreprise, ou attraper des meneurs qui étaient capables de se déplacer, de mettre le feu aux voitures, attaquer les forces de l'ordre. C'était une petite guérilla urbaine. Donc, étant chargé de l'instruction de ces gens-là, j'ai posé, moi, le vrai problème en tant que jeune sous-lieutenant. Hein, je sortais de Melun, ça faisait 1 an que j'étais sorti de Melun. J'ai posé le problème mais s'il y avait Munich en France, qu'est-ce qu'on ferait? Et on se rendait compte, après l'affaire de Cestas, où malheureusement on n'avait pas été capable d'intervenir sur une opération où un père menaçait de tuer ses enfants, et où l'opération telle qu'elle a été construite, avec les moyens de l'époque, avec les schémas tactiques de l'époque, a conduit à ce que l'homme tue ses enfants et se suicide. L'affaire Buffet-Bontemps, où malheureusement, encore une fois, une prise d'otage uniquement avec un couteau a conduit à ce que Buffet et Bontemps assassinent l'assistante sociale, alors qu'on était persuadé qu'ils ne le feraient pas. Tout un tas d'erreurs psychologiques, d'erreurs, du manque de préparation, simplement parce que les gens n'étaient pas préparés à ce genre d'action. On a dit chiche, pourquoi? Et on m'a demandé de faire une expérience, dans un premier temps, qui a conduit à la création du GIGN, qui a été opérationnel dès 1974.
C'était l'escadron de Mont-de-Marsan dans l'affaire de Cestas, je crois. Non, l'escadron de Mont-de-Marsan a été créé en 72, donc il n'a pas été utilisé dans l'affaire Cestas. Non, vous avez raison, monsieur le maire, on aurait pu penser ça puisqu'il y avait des half-tracks qui étaient intervenus. Non, c'est le commandant de compagnie du coin qui d'ailleurs, le pauvre, ne s'en est jamais remis de ce drame. Hein. Ça a bousillé sa vie. Bien sûr, c'est pas aussi terrible que ces enfants qui ont été tués par leur père, et le drame... on a la mémoire courte, hein, malheureusement, que ce drame qui a frappé l'opinion. Mais c'est vrai que cet homme auquel on a confié cette mission, sans préparation, sans moyens spéciaux et tout, a fait ce qu'il a pu avec les moyens qu'il avait. Et en omettant un élément psychologique important, un père ne tuera pas ses enfants de sang-froid. Alors, donc si vous voulez, vous avez les moyens qui sont une chose, et vous avez l'expertise psychologique, l'analyse, qui n'existait pas. Et il a fallu tout inventer. On peut dire que le GIGN a 40 ans maintenant. Eh oui. Comment a-t-il évolué? C'est-à-dire que vous êtes parti d'une unité spéciale en réclamant peut-être un armement différent, un armement de formation. Comment vous le jugez maintenant, 40 ans après, le GIGN? Est-ce qu'il est votre bébé, en quelque sorte? Est-ce qu'il a grandi de la manière dont vous le souhaitiez? Alors, si vous voulez, il y a du positif et un petit regret. Le positif, c'est qu'il y a maintenant la plus belle unité du monde en France, qui a servi d'exemple partout. Je vais citer juste un exemple que peu de gens savent. Le groupe Delta américain, dont les films à grand spectacle nous rebattent à défaut des oreilles les yeux. Hein. Tout le monde... Il y a une espèce de fascination vis-à-vis des Américains, c'est pas nouveau, et en particulier à travers leurs séries et leurs films. Le groupe Delta, c'est le GIGN qui a formé ses cadres en 1980, 6 ans après la création du GIGN, parce que tout d'un coup, il y a eu une des plus belles opérations qui ait pu être faite à l'époque, qui était la prise d'otage de Djibouti, où en tir simultané, qui n'existait pas, c'est-à-dire plusieurs tireurs d'élite qui sont capables, dans la même seconde, de neutraliser le danger se trouvant au milieu d'innocents. Ce qui était à l'époque un quart d'enfants, avec 32 enfants à l'intérieur du quart. En plus, dans des circonstances et un lieu très loin de chez nous, dans le désert, par 40 à l'ombre. Donc des conditions qui ont fait que l'opinion internationale, à l'époque, a été très marquée. Autant que cette opinion l'a été lorsqu'il y a eu Marignane en 1994, où là, dans un avion, vous le savez, le GIGN a neutralisé 4 terroristes. Djibouti, il y en avait 8. 8 armées de fusils d'assaut, appuyées par l'armée somalienne. Dans l'avion de Marignane, il y en avait 4. Pareil, armées d'explosifs, d'armes lourdes. On appelle armes lourdes, c'est des armes d'assaut qui tirent du calibre qui fait des gros trous. Hein. Donc, on a eu 2 opérations, sans parler des autres, hein, qui ont peut-être un retentissement moins, qui ont marqué avec un vrai savoir-faire. Et il n'y a pas d'exemple à travers ces 2 opérations. Et là, à travers les derniers événements, là, on est dans le cadre de 2 opérations simultanées, faire 2 prises d'otages ou quasi-prises d'otages en même temps. Donc, au moment où nous avons débuté, puisque c'était votre question, il faut bien vous dire qu'il n'y avait rien, ni au niveau de la philosophie, la conception tactique, ni au niveau des moyens indispensables pour mettre en place, développer un vrai schéma tactique. Et figurez-vous que, pour vous donner un exemple tout bête, à l'époque déjà, l'armée avait changé de conception et ne voulait plus utiliser les tireurs d'élite. Donc on était passé au 5,56, au FAMAS, pour ceux qui connaissent, donc un petit fusil d'assaut qui était un peu comme un canard, qui était capable de tout faire. Fusil de tireur d'élite, armes d'assaut, etc. Avec un bipied. Or, malheureusement, les vraies armes de tireurs d'élite, telles que les Allemands l'ont inventées à la fois dans la Première Guerre mondiale, mais surtout dans la Deuxième Guerre mondiale. Pour ceux qui sont amateurs, il suffit de regarder Stalingrad pour voir ce que représente vraiment le poids opérationnel des tireurs d'élite dans des conflits.
on peut toucher un chef, on peut toucher... Dites-vous bien qu'actuellement, avec certains fusils, on peut toucher à 1200 mètres un homme. Un homme. 1200 mètres. 1200 mètres. Donc, le vrai tir opérationnel tel qu'il a été fait à Djibouti, c'est 200 mètres, 200-300 mètres. Mais d'une manière très précise, on peut toucher jusqu'à 1200 mètres, avec en plus, pour ceux qui connaissent, des calibres 12-7. Donc ce sont des carabines, enfin, des fusils qui tirent du 12-7, hein, 12 000, c'est pas rien. Donc, pour vous dire, le fusil n'existait plus, on n'utilisait plus les FRF1. Et moi, j'étais convaincu tout de suite, à travers l'échec de Munich, de la prise d'otage de Munich que j'évoquais tout à l'heure, a permis de voir tout ce qu'il ne fallait pas faire. Je vous donne un exemple tout bête. Il y avait 8 preneurs d'otages, sans être un grand spécialiste. Vous me direz, oh, ils ont dû mettre au moins 8 tireurs d'élite. Eh bien non, il y en avait 5. Donc même si on ne sait pas calculer, même si on ne sait pas un spécialiste, il y a un vrai problème. Et ils ont pris, dans le choix qu'a fait la police, puisque quelques années plus tard, je rencontrerai les gens qui ont eu la lourde responsabilité, sans avoir de moyens non plus, la police allemande, je les ai rencontrés, ils m'ont dit on a choisi des types qui savaient tirer au fusil, parce qu'aucun de chez nous, nos policiers, savait tirer au fusil. Donc ils ont pris des chasseurs. Ils ont demandé à des types, et la plupart ont utilisé ou des armes d'assaut du type HK avec des lunettes, qui ne sont pas des armes de tireurs d'élite, ou des armes de grande chasse. Pas de coordination des tireurs, divisé en deux, une équipe de 3 au sol, une équipe de 2 sur la tour de contrôle, pas de répartition des objectifs, ce qui fait que quand ils ont tiré, eh bien ils ont tiré 2 fois sur les mêmes, et détail au niveau des communications, l'équipe qui était au village olympique quand on les a laissés partir, cette équipe aurait dû dire, mais la communication des moyens radio ne l'a pas permis, que celui qui décidait avait un chapeau, celui qui aurait dû être le premier objectif, tenez-vous bien, c'est celui qui a jeté la grenade dans l'hélicoptère qui a conduit à la mort des 12 otages. Donc, il aurait été touché, peut-être la détermination n'aurait pas été la même. Il y a toujours un meneur, un leader dans ce genre d'opération. Donc, toutes ces fautes accumulées ont conduit à l'échec de Munich. En décortiquant Munich, j'ai vu, j'ai compris tout ce il fallait ne pas faire et la préparation qui était nécessaire, ce qui a conduit à la mise au point du système de tireurs simultanés, du tir simultané, où dans la même seconde, ce qui se passe actuellement au GIGN en démonstration, 12 tireurs peuvent toucher 12 objectifs différents dans la même seconde. Bon, ce qui est un exploit exceptionnel, mais qui est indispensable si le groupe qui vous est opposé est un groupe important. Autant il peut y avoir, comme je l'ai mis en place au niveau du GIGN, et c'est fondamental de le dire, une éthique. L'arme ne peut pas être le prolongement du courage, et cette unité ne peut pas être l'exécuteur des hautes œuvres. Considérer qu'il vaut mieux ne pas avoir à les juger, et on les élimine tout de suite. Ça ne peut pas exister comme ça. Ça n'est pas possible. Il faut que les gens aient en tête, quand vous les formez, qu'ils ont jusqu'au bout engagé leur vie pour ramener devant la justice, d'abord libérer les otages, bien évidemment, ramener devant la justice les auteurs. On est en pays de droit, c'est fondamental. C'est une action de guerre en temps de paix. Il ne faut pas utiliser les mêmes armes que l'ennemi, sinon on se salit. Et vous avez l'impression que c'est ce qu'ils font actuellement, le GIGN, où on a plus l'impression de nous qui sont avant tout prêts à neutraliser, comme ils appellent ça, entre guillemets. Alors, non, je pense que, en ce qui concerne le GIGN, je ne veux pas parler pour le RAID que je connais beaucoup moins bien, même si, à l'origine du RAID, les 15 premiers ont été formés au GIGN. En ce qui concerne le GIGN, ce principe fondamental est toujours mis en place, à tel point que dans la dernière opération, je n'ai plus la date exacte, où le preneur d'otage a blessé très gravement un homme du GIGN, il a été pris vivant. Ah ouais. Alors que dans l'affaire Mera, vous avez crié, pourquoi on ne l'a pas
Dans la Fermera, Voilà, vivant, c'était alors que différent. il était coincé. Il fallait qu'il soit pris vivant pour qu'on comprenne Pourquoi ce qui avait sous-tendu son action. Bien sûr. Parce que c'est très important de déférer ces gens-là devant la justice, parce que on apprend des choses, même si on dit qu'ils parleront jamais, etc. On apprend des choses. On apprend des choses, et c'est fondamental. Depuis Ravaillac, Ouais. Oui, attraper le vivant. Oui, voilà, ouais, ouais. Absolument. Tiens, Et merci Trotsky- Monsieur le maire. et Oui, Trotsky, oui. Trotsky aussi dit ne le tuez pas, Ouais. la garde du corps. Ouais. Ouais, oui, pour savoir Alors qu'il est la grièvement, psychologie de ces il est gens-là. grièvement Ouais. blessé. Je suppose que vous êtes un observateur attentif de ce qui s'est passé récemment, Il n'y a pas si longtemps. de prise d'otages. Quand on n'est pas dans le milieu du GIGN, du REN, on est de la population, on a l'impression qu'il y a eu une débauche de moyens, alors que finalement il n'y avait que 3 personnes. Est-ce que c'était proportionné, cette réplique? Est-ce que selon vous, tous ceux qui ont été mobilisés avaient une raison d'être là, ou est-ce que ça compliquait pas un peu, alourdissait pas la machine ou la mécanique? Alors, il y a un vrai problème sur ce qu'on appelle la gestion de crise. Quand j'étais en charge des Jeux Olympiques d'Albertville en 92, j'avais développé un système qui s'appelait Ramsès, peu importe son nom, qui est un système fondé sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et qui est une aide au raisonnement tactique et à l'économie et à l'utilisation des moyens. Il est vrai que quand on a vu le déploiement de force qui a été fait autour de cet événement, on a le sentiment qu'il y a eu un déploiement de moyens très important. Bon, je pense qu'il sera, c'est pas le moment d'en faire un débriefing. Ce débriefing, je pense, sera fait, étant entendu que tout le monde a conscience que s'il est utile ou indispensable que le citoyen se sente protégé, et ça fait partie du, comment dirais-je, du schéma tactique, de dire, voilà, on met tous les moyens pour résoudre la crise. Il faut penser que l'économie de moyens, si il y a le développement d'une crise avec plusieurs actions simultanées, il ne faut pas épuiser tous les moyens en une seule fois, et que cette économie de moyens, Dieu merci parce que l'événement a été circonscrit à 2 actions, ce qui est déjà monstrueux. C'était la première fois que dans la même journée, il y ait 2 prises d'otages ou une quasi-prise d'otage en même temps, 2 crises en même temps. Il faut se dire qu'il y a sûrement quelque chose à revoir sur le déplacement des forces dès que l'alerte est mise en route. C'est-à-dire savoir combien il faut d'ambulances, savoir combien... Parce qu'on parle des hommes de terrain, mais il n'y a pas que ça. Il y a derrière tout le soutien. Parce que le périmètre de sécurité... Pardon ? Il y a un QG de crise où il y a... Oui, il y a le PC de crise, bien sûr. Ceux qui organisent, qui déplacent, qui jugent, qui jaugent, je ne sais pas, et ça se passe. Alors, ce PC de crise, il est à la fois mobile et fixe. Il y a un PC général et il y a un PC mobile. Et ce PC de crise, le problème a été que la première partie qui a développé beaucoup de moyens a été le premier renseignement qui a permis une localisation, mais relativement vaste. Et là, malheureusement, on est obligé de déployer beaucoup de moyens. Je pense qu'on parle, on m'avait demandé, moi, une appréciation, je n'avais pas le chiffre, mais je pense que c'est à peu près ça. Il fallait, pour boucler la zone dans laquelle ils étaient supposés avoir été encagés, c'est le terme de métier, il fallait à peu près 1000 personnes. Le problème, c'est qu'après, quand vous les avez déployés, ils sont tous là. Voilà. Donc, Ailleurs, il a fallu en rapatrier un. voilà, c'est un vrai problème. Et on ne savait pas à ce moment-là qu'il y aurait une deuxième crise. C'est ça. Voilà. Après, sur Paris, c'est pas une mince affaire. On était en bordure de périphérique. C'était le schéma le pire, parce qu'il fallait boucler. Pour ceux qui ne connaissent pas la porte de Vincennes, le périphérique, le pont sur le périphérique, l'avenue de Paris, c'est monstrueux, avec tous les risques de dommages collatéraux que pouvait permettre, bien sûr il n'y avait qu'un homme, mais avec des armes d'assaut, où, comme tout le monde le sait, les balles perdues, elles ne sont pas perdues pour tout le monde. Donc ce périmètre de sécurité est difficile à faire.
Et je pense que dans l'urgence, on a préféré déployer le maximum de moyens pour ne pas risquer de se retrouver en manque de moyens à un moment. Je pense qu'il faudra malgré tout se poser la question de savoir si ce que nous avions développé en 92, qui n'a pas été malheureusement réutilisé depuis, ce système de gestion de crise en temps réel qui permet de faire une économie substantielle de moyens pour affiner les moyens appropriés à la menace. Il y a une petite question qui me tarabuste. On a appris très vite que les deux terroristes avaient été identifiés. On a dit bravo, la police, ils ont été vite. Et comment ont-ils fait? Et après, on nous dit on a retrouvé une carte d'identité dans la voiture. On a eu un peu de mal, j'avoue que j'ai eu un peu de mal à la croire. Est-ce qu'ils ont pas fait exprès justement pour ça? Alors, écoutez, non. Parce qu'ils étaient déterminés à ce jour-là. Non, alors écoutez, dans ce cas-là, ils auraient fait un fort chabrol sur leur voiture au moment où il y a eu un accident, et ils auraient attendu qu'on vienne les égouiller, enfin, les neutraliser selon la. Ils ont piqué le mec en récupérant le chien, ils étaient à visage découvert, donc ils voulaient bien qu'à ce moment-là, on commençait à parler d'eux, c'était des stars, et quand c'est des stars. Oui, mais là, à ce moment-là, ils n'étaient pas encore identifiés dans cette phase-là. Bon, et vous savez. La notion de témoignage, elle est relativement... quand vous êtes sujet à erreur, quand vous êtes sous la pression d'un argument qui est autre chose que donne-moi ta voiture. Bon, quand vous voyez d'aussi près le canon d'un Kalachnikov, vous n'avez pas le temps de savoir si le mec est brun, a les cheveux courts, ça vous échappe. C'est possible. Mais écoutez... Ce qui m'énerve dans ce que l'on imagine, c'est qu'on a toujours tendance à penser que la menace est faite un peu comme ça s'est fait pour le 11 septembre, par des gens surentraînés, préparés et tout. Il ne suffit pas d'être surentraîné pour tuer 12 pauvres personnes à l'intérieur d'une pièce avec une arme d'assaut. Quand vous tirez presque 32 cartouches, ce qui a été le cas, ou 40, avec des armes d'assaut. Et il n'y a pas besoin d'être un tireur d'élite quand vous tirez au contact sur quelqu'un. N'importe quelle personne est capable, entre guillemets, non pas de le faire parce que c'est dur de tirer sur quelqu'un, mais d'avoir un tel résultat. Cela dit, et quand vous voyez également la manière dont se fait la fuite, c'est quand même un peu bizarre, un peu le mec qui perd sa chaussure et tout. Et au moment où vous vous retrouvez en fuite avec une voiture dont vous pensez à ce moment-là qu'elle vous servira jusqu'au bout, il se peut très bien que la carte d'identité qui était prévue pour pouvoir passer à travers les contrôles, ne serait-ce que de téléphone portable qu'il y a souvent dans Paris, vous permette de continuer sans être remarqué. Donc au départ, ils n'avaient pas le sentiment qu'ils seraient remarqués. Et donc ils sont partis très vite de leur voiture et ils ont oublié quelque chose. Voilà. Il faut bien à un moment que la chance tourne, si j'ose exprimer ce terme, par rapport à ces assassins. Oui, monsieur. Je voudrais simplement... Non, je voudrais observer que par rapport aux braqueurs du grand banditisme d'autrefois, effectivement, il n'y a pas de voiture relais, il n'y a pas de préparation de l'opération. Tout à fait, vous avez raison. Oui. L'exfiltration n'a pas été préparée. Elle n'a pas été préparée. Ouais. Tuer, oui. Et déjà même l'arrivée, même dans l'arrivée, puisqu'ils ne connaissaient pas l'étage, je pense qu'il aurait été facile de le faire, et ils se sont presque trompés d'entrée. Oui, d'entrée, quasiment. Mais alors la fuite, elle n'était pas préparée de toute évidence, parce qu'il n'y a pas de voiture relais, il n'y a rien. Au GIGN, on est dans l'action, mais on est aussi reconnu dans la négociation. C'est souvent beaucoup d'histoires se terminent bien parce que les négociations ont été menées par des personnes du GIGN. Là, dans ces affaires-là, il n'y a pas eu moyen de négocier, je crois. Ben, des fois, ça arrive. D'autres fois, c'est impossible. Les gens sont déterminés et ils ne peuvent pas faire autrement que, malheureusement, d'intervenir. Le jour où vous avez un mur, à un moment où vous avez un mur en face de vous, il faut bien aller voir ce qui se passe derrière le mur. Et c'est ce qui s'est passé là. On pensait à un moment qu'un contact avait pu être établi, et pas du tout. Le contact n'a jamais pu être établi. Donc là, vous prenez par exemple l'hôtel Fesch, lorsqu'il y a eu en janvier 81, lorsque nous nous sommes retrouvés avec 32 hommes du FLNC retranchés dans un hôtel armés jusqu'aux dents, la négociation a pu se dérouler
et ça a permis d'éviter l'affrontement qui, vous l'imaginez, aurait été terrible, et quelle que soit l'efficacité du GIGN, aurait conduit à des blessés, voire des morts de chaque côté, et aurait eu, à l'époque, par rapport à la situation en Corse, un effet désastreux par rapport à l'avenir de la liaison entre l'île et le continent. La négociation a été dans ce cas-là fondamentale. Et elle a été dans d'autres cas. Mais ne serait-ce que pour comprendre l'état d'esprit des gens et préparer l'intervention. Il ne faut pas se leurrer. La négociation permet de vous mettre dans la meilleure situation possible. Soit la reddition, soit l'intervention. Ouais. Donc là, ils ont quand même refusé de négocier, refusé tout contact. En revanche, ils ont accepté de parler à des journalistes. Donc, pour des personnes comme vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... C'était tout à fait par hasard dans la nuit. C'est pas eux qui ont déclenché le contact avec BFM. C'est BFM qui a appelé. Ah, ouais. Et ils ont répondu à BFM. Donc, c'est Koulibaly qui, lui, a appelé... c'est pas le même, hein. Là, il faut faire la différence entre Damartin et puis Vincennes. Et Vincennes, ouais, donc ça, c'est... Et donc, bon, maintenant, on a vu la mobilisation parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions, parce qu'on a été surpris, la population a été surprise, frappée, parce qu'on atteint quand même des caricaturistes, des dessinateurs, on touche à la liberté d'expression qui, chez nous, a toujours été fondamentale. Et tout d'un coup, on se rend compte que ce qu'on nous dit, c'est vrai, quoi. Il y a des gens qui se préparent en réseau, qui partent en Syrie, qui reviennent, alors, on se dit, ces gens-là sont surveillés. Ils étaient connus, hein, les frères Ouachi, Koulibaly aussi. Pour autant, on se demande s'ils sont bien surveillés, quoi. Alors, effectivement, et d'ailleurs, là, je ne citerai que le Premier ministre qui a dit une évidence. Il y a eu dans un système de surveillance que l'on voudrait pour chaque site, ne serait-ce que par rapport à la sécurité de nos concitoyens et à la sécurité de notre pays efficace, il semble bien qu'il y ait eu une faille. Comment expliquer cette faille? Il y a une première génération de djihadistes, en particulier à travers le groupe des Buttes-Chaumont, qui avait été à l'époque bien identifié, avec un leader dit charismatique, mais qui est un fou furieux, mais qui a quand même convaincu des jeunes à l'époque de faire le djihad, donc d'aller faire la guerre à un endroit où on a convaincu les jeunes qu'il y avait eu une atteinte, non pas simplement à l'islam, mais à des gens qui se battaient pour leur liberté, comme ça s'est passé avec les Républicains au temps de la guerre d'Espagne. N'oubliez pas que Hemingway a fait à l'époque la guerre auprès des Républicains dans la guerre d'Espagne. Donc on trouve toujours des gens qui veulent soutenir des causes qu'ils pensent justes ou qu'on leur a convaincu qui étaient justes et qui deviennent une sorte de mercenaires à ce moment-là, d'une cause qu'ils veulent défendre. La première génération des djihadistes, on leur a dit, et on peut effectivement à un moment se poser la question, nous, qu'est-ce qu'on a dit à ce moment-là? Puisque quand on a reproché aux Américains de faire l'intervention en Irak, on avait nos raisons, mais est-ce qu'on a bien expliqué ces raisons? D'autres ont dit, il faut que vous vous battiez. Donc il y a eu une première génération de djihadistes. Et les trois dont on parle, les trois assassins, il faut qualifier le mot, terroristes, c'est trop d'honneur de leur faire. Ces trois assassins, parce que je l'ai déjà dit, je le redis, on est toujours le terroriste de quelqu'un. Donc laissons tomber ce mot, ces trois assassins font partie de cette génération-là. Deux ont fait l'objet d'arrestations, d'emprisonnement. Au moment où ils sortent, ils ont rempli le contrat avec la justice française. Ils sont libres. En plus, on a l'impression qu'ils rentrent dans un schéma logique, social. Ils se marient, ils rentrent dans le rang. Ils se font oublier. Et ils finissent par disparaître des écrans. Donc, à tort ou à raison,
vraisemblablement à tort, Comme d'autres, sûrement. comme peut-être d'autres, on a eu tendance à se dire, bon, ben, c'est fini. Et on sait qu'en général, la période la plus perméable pour ces gens-là, c'est 18-25 ans. Là, ils ont 32, 34 ans. On peut penser effectivement qu'ils sont éloignés. Le vrai problème, c'est qu'apparemment, il n'était pas. Et surtout, qu'ils sont allés dans un endroit où on sait qu'il y a du prosélytisme, qui est le Yémen. Maintenant, mais on le sait maintenant. Oui. On n'a jamais autant parlé du Yémen que maintenant. Oui, absolument. Où il y a une université musulmane très connue, où maintenant, comme par hasard, on découvre qu'effectivement, beaucoup de gens vont se faire endoctriner là-bas. Surtout qu'ils ont des contacts à ce moment-là avec une branche d'Al-Qaïda. Justement, ça pose peut-être une question d'une faille de notre système éducatif, nous. Parce que comment se fait-il que la plupart de ces jeunes sont très tôt déscolarisés ? Il y a peut-être, nous, de notre société, une autre manière d'aborder ces jeunes-là. On ne sait pas, nous, les convaincre de nos je suis très content que vous me posiez la question, parce que on me pose toujours le côté factuel, le côté opérationnel, la réponse aux dangers qui arrivent, mais personne ne se pose la question de savoir pourquoi. Voilà. Qu'est-ce qui se passe avant ? Comment se fait-il qu'on en est arrivé là ? Et qu'on en est à la 2e génération, et pourquoi pas, si on laisse faire, bientôt à la 3e génération. Et je dis qu'à partir du moment où le service national a disparu, qui recadrait un certain nombre d'une jeunesse en perdition, ou en voie de l'être, pouvant être sous les sirènes de prédicateurs fous ou débiles. La jeunesse a besoin d'avoir des référents. Si elle n'en a plus, si l'école ne peut pas jouer son rôle parce qu'elle a déjà du mal à leur apprendre à lire et à écrire, si la société n'a plus de garde-fous au moment où ces gens-là deviennent citoyens, c'est-à-dire à 18 ans, il est plus facile de voter que d'obtenir le permis de conduire. Vous ne m'ôterez pas de l'idée qu'il y a un problème. Dans des cités où il n'y a plus de boulot, où les familles sont éclatées, où il n'y a plus, comme disait le regretté Coluche, un bistrot, une mobilette, comment voulez-vous que dans des lieux où on ne sait pas ce qui se passe, des gens viennent dire à des jeunes qui ont fait de la petite criminalité, qui prennent eux-mêmes conscience, et on le voit dans les interviews qui ont été faites des avocats qui ont parlé des deux frères, d'un des frères en particulier, et de Koulibaly, que ces avocats vous disent eux-mêmes que ces jeunes ont fait le djihad parce qu'ils avaient besoin de donner un sens à leur vie. Et que nous, on n'est pas foutus de donner un sens à leur vie, et que des cinglés viennent leur vendre quelque chose de débile et y arrivent, il y a une faille dans notre société. Et on ne peut pas s'arrêter à l'explication qu'on leur tape sur le crâne avec le Coran. C'est pas suffisant. Et on ne peut pas faire l'économie de cette réflexion. Et ça me rend fou. J'essaye d'en parler chaque fois qu'on me donne un micro, et je vous remercie d'avoir posé la question sous cet angle, parce que tant qu'on n'aura pas résolu ce problème, la source, on continuera à se poser, à essayer de déployer un certain nombre de moyens pour arrêter une menace qui peut venir de n'importe où, puisqu'il suffit de 3 fondus, trois types qui ont la tête vrillée, pour tout d'un coup mettre sur le pavé 4000 ou 500 000 policiers, les meilleures unités de France, des prises d'otages et des assassinats terribles qui frappent l'opinion, pour arriver à ce que tout d'un coup, toute la France se réveille, se retrouve dans la rue, tout bord confondu, de droite, de gauche, du milieu, du 3/4, en disant il faut arrêter ça. Mais il faut l'arrêter à l'endroit où ça se produit, où ça se développe, où ce cancer démarre, c'est-à-dire dans nos banlieues, et leur donner un modèle, des référents, aider, parce qu'il y en a qui y sont, aider tous les volontaires, les associations qui essayent de se battre toutes seules dans ces banlieues et qui, malheureusement, n'y arrivent pas.
Voilà. Alors maintenant, c'est peut-être facile d'en parler, mais déjà, dès 1995, j'avais demandé à M. Chirac, mais maintenant je suis peut-être un peu trop âgé pour qu'on s'intéresse à moi, et le jeu est haïssable. J'avais demandé à l'époque, donc vous voyez, parce que je savais que le service national, pour avoir fait l'instruction, avait un rôle positif. Il n'avait pas que le rôle négatif qu'on a voulu lui donner sur la perte de temps et tout. Le moment où les gens se rendaient compte qu'ils, tout d'un coup, appartenaient à une société, c'était le jour où tout d'un coup, ils portaient un uniforme qui était destiné à leur dire « vous vous préparez à une agression éventuelle contre votre société et votre nation ». Ça n'existe plus. Donc, à partir du moment où il y a un combat, ces jeunes cherchent à donner un sens à leur vie. Après tous avoir, je voulais le dire tout à l'heure, mais je suis passé sur autre chose, après tous être passés à un moment par la petite criminalité. Et en se disant que peut-être il y aura une rédemption s'ils se battent pour une cause noble. Mera, au départ, a demandé à rentrer dans la Légion. On a accepté dans la Légion tout un tas de tueurs du Kosovo, poursuivis pour certains, mais ils avaient changé d'identité par les organismes de droit internationaux, ils sont devenus légionnaires. Mera, on ne l'a pas accepté. Mais par contre, frustration, etc. Alors, je sais bien que ça ne répond pas à tous les problèmes, mais ce n'est pas en mettant un flic derrière tout le monde qu'on résoudra le problème. D'abord parce qu'on n'en a pas les moyens, et on n'a pas les moyens au niveau renseignement, non plus. Alors, le renseignement fait ce qu'il peut avec ce qu'il a par rapport à une menace existante. Essayons de ne pas arriver à une troisième génération perdue. Juste pour terminer, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un pays, ou plusieurs pays, où ça se passe, quoi, tout ça, est-ce que c'est, disons, une organisation, on a l'impression comme ça que ça se déclenche à droite à gauche, mais est-ce qu'il n'y a vraiment pas peut-être un gouvernement terroriste, je ne sais pas qui. Bon, il y a l'État islamique en ce moment, on sait bien qu'ils veulent se référer à ça, il y a le Yémen. Il y a des personnalités qu'on connaît aussi qui clament ouvertement leur haine de l'Occident. Est-ce que vous pensez, vous, que on peut craindre quelque chose de plus grave pour l'avenir? Écoutez, pour craindre quelque chose de plus grave que des coups ponctuels comme ceux-là qui nous frappent, qui nous font mal dans ce que l'on pense, mais qui, on l'a vu, quand on voit sur l'ensemble de la France, même une petite ville comme les Sables d'Olonne, où il y a dans la rue le tiers de la population que représentent les Sables d'Olonne, même s'il y a des gens des environs qui sont venus. À Lyon, le quart de la population lyonnaise. Cette marée humaine que l'on a vue à Paris, où aucun parti politique, aucun événement n'avait mobilisé. Avant d'effacer tout ça, c'est-à-dire notre pays, ce pays qui a une histoire, une force, qui a résisté à la Première Guerre mondiale, qui a résisté à la Seconde Guerre mondiale, il faut être complètement vrillé de la tête pour s'imaginer qu'une cause sur le fondamentalisme total, instituant une charia qui n'a plus de sens à notre époque, et permettant d'éviter ce que d'aucuns regrettent, pas forcément, Dieu merci, que les musulmans, qu'un certain nombre d'injustices dues à la géopolitique mal gérée, et il ne faut pas non plus se voiler la face. Au niveau géopolitique, on s'est conduit d'une manière nulle. Nulle. En tapant en Irak, on ne tapait pas au bon endroit. Et tout le monde en avait le sentiment, et en particulier Jacques Chirac et François Mitterrand, lorsqu'ils n'ont pas voulu suivre les Américains. Par contre, en tapant en Libye, même contre l'inébranlable Kadhafi, que, de toute façon, on n'avait quand même pas hésité à faire venir à Paris à un moment. Oui, oui. Donc il était à ce moment-là réhabillé et avec des vertus qu'à un moment, on ne lui trouvait plus. Et donc on sait la déstabilisation. Donc on n'a jamais que les dictateurs que l'on mérite. Et ces dictateurs, si on pense qu'ils sont indispensables au monde occidental, qu'on fasse en sorte que ça ne soit pas des prédateurs,
qu'on les maîtrise. Pour qu'un tout d'un coup, et on en revient aux fondamentalistes, comme ça s'est passé avec les frères musulmans et comme ça s'est passé partout, des États que nous soutenions, comme l'Égypte et Moubarak, l'Égypte de Moubarak, qui était un prédateur incroyable, comme en Tunisie Ben Ali, et on le savait que c'était des prédateurs. Et regardez la révolution tunisienne exceptionnelle, où les femmes ont pris une part importante et qui s'est faite pratiquement sans armes. On a voulu copier ce que l'on pensait être le printemps arabe. Tout d'un coup, au lieu de faire une révolution qui était une révolution sans armes, on a essayé de faire une guerre qui n'était pas la nôtre. Et on a vu la déstabilisation que l'on a produite. N'oubliez pas qu'un certain nombre d'armes que l'on a données en Libye se retournent contre nos soldats actuellement en Afrique. On le sait. Donc on joue aux apprentis sorciers. Il y a des problèmes qui existent. On essaye de les résoudre progressivement. Des problèmes qui fixent le monde musulman, qui tout d'un coup considèrent, enfin pas le monde musulman, des musulmans qui considèrent qu'effectivement on s'en prend aux musulmans. Et il ne faut pas se voiler la face, le problème palestinien en est un, et je trouve formidable la décision qui a été prise dans un premier temps de reconnaître l'existence de la Palestine, parce qu'à terme, il faudra bien que deux pays coexistent, voire et une synergie. Il ne faut pas oublier qu'il y a des Palestiniens qui travaillent en Israël. Hein, voilà. Donc il faudra qu'on arrive à une paix durable qui ne pourra plus servir de prétexte à tous ces prédicateurs qui disent que ce qui se passe n'est pas un problème géopolitique, mais un problème contre les musulmans. Voilà. Alors, bien sûr, c'est facile d'en parler devant vous, devant des caméras, mais je pense qu'il faut se poser. Ça prendra du temps, mais il faut y arriver. Et je crois que la reconnaissance récente par l'État français et la présence dans cette manifestation de Mahmoud Abbas et de Netanyahou est hautement symbolique. Et on a besoin de symboles à un moment pour croire qu'il pourra se passer quelque chose. Qui pouvait imaginer que le mur de Berlin tomberait du jour au lendemain. Voilà. Et malheureusement, on a vu un autre mur se construire, alors qu'on voulait absolument qu'il y en ait un qui tombe. Avouez quand même que de temps en temps, on se tire des balles dans le pied. Ah, c'est clair. C'est toute complexité humaine. Ouais. Merci, Christian Pontet. Mais je vous en prie.